Bonjour monsieur, tout d'abord merci de m'accueillir dans les locaux de la Maison de l'Astronomie. Écoutez, c'est un plaisir. Et pour commencer cette interview, j'aimerais retourner dans le passé et savoir quel est le premier objet qu'a utilisé l'homme pour regarder les étoiles et le ciel nocturne. On a commencé à observer les astres déjà avec notre œil. Notre œil, c'est le premier instrument, c'est pas un objet à part entière, c'est un organe, mais c'est quand même un instrument de vision, puisque c'est le cerveau qui interprète, c'est lui qui voit, d'accord. L'œil étant vraiment le premier instrument. Après, on a utilisé des outils un peu plus compliqués, comme l'astrolabe, et puis ensuite pour la navigation, le sextant, mais le premier instrument optique qui nous a permis de voir les astres de plus près et de mieux comprendre l'univers, en effet, c'est le télescope qui a été inventé par Galilée. Alors, c'est pas le télescope comme on entend aujourd'hui en France, qui est fait de miroirs, parce que le télescope à miroir, ça c'est Newton qui l'a inventé. Enfin, juste un peu avant lui, c'était Grégory, mais lui, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, en France, la lunette astronomique, mais ça reste quand même un télescope, puisque le mot télescope vient du mot télé, distance, d'accord, scopos, voir, donc voir à distance, un objet qui sert à voir à distance, c'est un télescope. Après, qu'il soit fait de lentilles ou de miroirs, ça c'est pas grave. Donc nous avons parlé de la lunette astronomique et des différentes choses qu'elle a données. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur le télescope qui a été pour moi la révolution qui a suivi, un petit peu plus en détail? Alors en fait, oui, si vous voulez, donc on avait dit que le premier instrument à avoir été inventé, en fait, c'est la lunette astronomique. Alors ça se comprend un peu, parce que la lunette astronomique, c'est l'objet le plus simple pour observer le ciel. D'ailleurs, c'est vrai que quand les gens viennent à la Maison de l'Astronomie, souvent ils nous posent la question de savoir quelle est la différence entre une lunette et un télescope. Dans l'absolu, ça sert à la même chose. Il n'y a pas d'énorme différence. La différence, elle est dans la conception. D'accord. Donc la lunette astronomique, bien, elle est constituée d'une lentille, ou d'un groupe de lentilles, et donc la lumière passe à travers la lentille, à travers toute la surface de la lentille, et quand la lumière passe à travers cette lentille, eh bien, elle va se concentrer en un point, qui s'appelle le foyer, et à partir de là, eh bien, on va grossir l'image qui va se former au foyer, grâce à un autre groupe de lentilles, ce qu'on appelle un oculaire par exemple. Les premiers, c'est Grégory et Newton, donc, qui a inventé ce qu'on appelle le télescope, maintenant qui porte le nom de télescope de Newton. Ce télescope-là, il est constitué d'un miroir qui est situé au fond d'un tube, qui va recevoir une première fois la lumière, donc la lumière va rentrer dans le tube, elle va rencontrer le miroir au fond du télescope, et comme le miroir est creux, eh bien, la lumière va être concentrée dans la même direction d'où elle vient. Le problème, c'est que si vous mettez un observateur devant le tube, la lumière ne rentre plus. Donc ça pose problème. Donc du coup, il faut rajouter un deuxième élément qui est un miroir plan, d'accord, cette fois-ci. Et donc on va déporter l'observateur de l'axe optique de l'instrument pour qu'il puisse observer sur le côté. Donc voilà, le télescope de Newton, c'est ça par rapport à la lunette astronomique. Et après, la grande découverte qui a suivi et qui a révolutionné le domaine de l'astronomie, c'est la photographie. Alors, oui, en effet, la photographie a contribué à révolutionner grandement l'astronomie. Mais alors là, j'allais dire, Avant, il y a une autre révolution, d'accord, que tout le monde a tendance à oublier, parce que c'est vrai que de nos jours, tout va vite, on a tendance un peu à compresser les informations, et on oublie une grande révolution qui a eu lieu bien avant l'astronomie, qui a eu lieu quasiment 2 siècles avant l'astrophotographie plutôt. C'est la spectroscopie. Et c'est l'étude de la lumière. Et le premier à avoir étudié la lumière, encore lui, c'est Newton. Mais alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est une révolution? Bien simplement parce que la spectroscopie nous permet de comprendre de quoi sont faits les astres. La lumière nous informe de quoi? Elle nous informe de la composition des astres, donc du Soleil notamment, mais aussi des autres étoiles. Mais on peut aussi mesurer la distance des astres grâce... Et donc, du coup, grâce à la spectroscopie, eh bien, on a un élément supplémentaire, on a un instrument supplémentaire qui nous dit, on sait de quoi les étoiles sont faites, on sait combien de temps elles vont vivre, on va connaître leur masse, on connaît leur distance, et donc grâce à la lumière, on va avoir beaucoup d'informations qui vont nous être restituées. Alors du coup, la spectroscopie associée à la photographie, alors là, c'est la grande révolution dans l'astronomie. Pour cette dernière question, j'aimerais revenir au présent et savoir maintenant qu'est-ce que nos astronomes utilisent ou utiliseront dans le futur pour observer notre beau ciel.
Alors, au risque de décevoir, les choses n'ont pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Ça fait 400 ans qu'on utilise les télescopes, on continue à utiliser des télescopes. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Après, c'est vraiment le progrès technologique qui permet maintenant d'affiner les choses. Alors, bon, c'est vrai que quand je dis ça, j'exagère un peu, parce que l'actualité nous remet un peu les pieds sur terre, si j'ose dire. Très récemment, on a envoyé une sonde qui s'appelle New Horizon, qui est allée découvrir le dernier petit morceau de planète, ce qui était encore une planète en 2006, avant qu'on la déclassifie. Mais Pluton, voilà, ça a été la grande surprise. Et sans les sondes spatiales, malgré les très gros télescopes que nous avons actuellement sur Terre, on ne peut pas avoir une image aussi précise que celle qui nous a été envoyée par New Horizon. Donc ça a été vraiment une réelle surprise, et ça tout au long de l'histoire de l'aérospatiale. Si on commence par les sondes Pioneer, si on parle aussi des sondes Explorer, des sondes Voyager, toutes ces sondes-là nous ont fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on avait une vague idée de ce que pouvait être par exemple le système solaire. On se disait, le système solaire, toutes les planètes du système solaire doivent plus ou moins se ressembler les unes par rapport aux autres, parce qu'on se fiait un peu à ce qu'on voyait au travers des télescopes. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on a observé les planètes, certes, les planètes géantes, mais on a observé aussi leurs satellites. Et la grande leçon de tout ça, c'est que la nature est très joueuse, et elle est très diversifiée. Et donc il n'y a aucun monde que l'on a visité qui ressemble à son voisin. Alors ça, du coup, ça nous ouvre des perspectives sur ce qu'on va découvrir plus tard, puisque vous savez que depuis 1995, on a découvert qu'il y avait d'autres planètes qui tournaient autour d'autres soleils, ce qu'on appelle les exoplanètes. Je crois maintenant on a une découverte aux alentours de 3500, plus de 3500 exoplanètes, ce qui est considérable, dont une bonne partie sont dans la zone d'habitabilité de leur planète, de leur soleil. Donc voilà, ça nous ouvre de grandes perspectives, ça nous donne l'envie de fabriquer des télescopes plus grands, et ça nous donne l'envie aussi d'aller envoyer des sondes ailleurs pour voir ce qui s'y passe. Alors dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va continuer à réaliser des grands télescopes optiques, les plus grands possibles, mais on va aussi utiliser ce qu'on appelle des radiotélescopes, puisque les objets, plus ils sont loin, plus ils sont difficiles à détecter. Donc on va envoyer des sondes qui vont aller observer dans les rayons X, dans les UV, et puis d'autres qui vont aller observer beaucoup plus loin dans les infrarouges, et voire même dans les micro-ondes. Donc là, on va fabriquer, cette fois-ci, on va plus fabriquer des yeux, mais on va fabriquer des grandes oreilles. Et ces grandes oreilles, on va en fabriquer un peu partout sur la planète. Alors on va en mettre en Australie, on va en mettre aux États-Unis, on va en mettre en Afrique, on va en mettre à peu près sur tous les continents. Et puis on va les relier les unes aux autres, ce qui fait que on ne perdra pas le fil à cause de la rotation de la Terre. On sera toujours en phase avec ce qu'on observe. Et bien c'est comme pour les télescopes, plus les oreilles sont grandes, et mieux on entend, et mieux on est capable d'interpréter les signaux qui nous viennent de l'espace. Voilà, grosso modo, c'est un peu ce que je peux dire sur le futur de l'astronomie. Maintenant, il y aura certainement des découvertes qui vont nous émerveiller. Donc après, voilà, moi je pense aussi que les astronomes amateurs ont une part à jouer dans l'observation astronomique du futur. C'est vrai qu'un télescope maintenant c'est assez facile à obtenir au niveau budget, c'est très acceptable par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, et puis avec tous les moyens vidéo, technologiques, numériques que nous avons, eh bien, les astronomes peuvent faire à leur niveau de la spectroscopie, de la recherche de comètes, de la recherche d'astéroïdes. Le champ est très très large. Donc le futur, j'allais dire, c'est vous. C'est tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie, tous ceux qui s'intéressent à la science. Merci. Voilà. Pour conclure, j'aimerais parler un petit peu plus de la Maison de l'Astronomie. J'ai cru comprendre que vous avez des travaux en cours, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait la Maison de l'Astronomie c'est une très vieille maison, comme vous le savez, ça fait 84 ans qu'on s'intéresse pas qu'à l'astronomie mais à l'optique d'approche. En fait, l'histoire de la Maison de l'Astronomie a commencé par la vente de loupes. Donc vous voyez, ce qui n'y a pas vraiment un rapport direct avec l'astronomie, ne serait-ce que peut-être pour observer à la loupe les météorites. Mais voilà, c'est le seul rapport qu'on peut trouver. Moi j'ai repris la Maison de l'Astronomie il y a 3 ans, pas tout à fait, un mois après. Et moi j'ai une autre conception aussi de la Maison de l'Astronomie, puisque j'ai fait des tas d'animations quand j'étais en centre de vacances
avec les enfants. J'ai même passé un diplôme d'état d'animateur scientifique et de l'éducation populaire, c'est très important. Et donc du coup, j'ai perdu un peu ça en travaillant dans le commerce. Et moi, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que sur la ville de Paris, on est reconnu, on est constitué, on est considéré un peu comme une institution de l'astronomie. Alors moi je reste un peu modeste quand même sur le thème, ça regarde un peu les gens, mais c'est vrai qu'on a quand même une certaine importance et j'ai envie de faire autre chose que du commerce, voilà. Et j'ai envie que la Maison de l'Astronomie s'implique un peu comme acteur de la culture scientifique et propose tout au long de l'année de manière régulière de recevoir des blogueurs comme vous le faites, de recevoir des auteurs qui vont venir dédicacer leurs livres, de faire des conférences. Voilà, je veux que ce soit un endroit où Paris où on parle de science, mais qu'on parle pas forcément que d'astronomie, mais qu'on parle de science. Donc c'est vrai que du coup l'infrastructure que l'on a actuellement n'est pas vraiment adaptée à ce type de projet. Et comme ça fait une trentaine d'années que rien n'a été fait dans cette maison au niveau de travaux, eh bien on va rentrer dans une période de travaux là à partir de mi-septembre. On va refaire déjà une partie du magasin, on va refaire tout le magasin nature, et en janvier-février on refera toute la partie astronomique, et dans la partie astronomique il y aura un forum donc, qui sera consacré donc, aux blogueurs. Si vous avez des blogueurs dans vos connaissances qui veulent venir comme vous filmer dans un cadre vraiment astro, tourner des petits épisodes comme ceci, eh bien voilà, on les accueille volontiers. Il n'y a aucun souci, on sera toujours là pour justement encourager ce genre d'initiative. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Tumblr et d'autres, j'en passe. Voilà, on a envie de créer un peu ce lien dans ces temps un peu difficiles et diffuser les cultures, parce que je pense que la solution à tous nos problèmes passe par l'éducation et la culture. Donc attendez-vous à ce que dans les mois suivants, tout soit un peu bouleversé ici, vous n'allez peut-être pas retrouver vos marques, mais c'est vraiment aussi fait pour mieux vous accueillir, pour vous proposer aussi plus de choix au niveau des globes, au niveau des loups, des jumelles, des télescopes. Voilà tout ce que je peux dire actuellement sur la Maison de l'Astronomie. Je ne vais pas trop en dire, il va y avoir aussi une grosse révolution, mais ça vous le saurez seulement dans 3-4 mois. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était avec plaisir. Au revoir.